Yorana et bienvenue dans Manava. Octobre rose, un joli nom pour une maladie qui ne l'est pas du tout. Octobre rose ou comment nous sensibiliser et nous alerter sur le cancer du sein. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui le docteur Delphine Lutringer, médecin référent de l'ICPF. Bonjour Delphine. Absolument, Yarana. Marie-Christine Seroux, présidente des Amazones Pacifiques. Bonjour Marie-Christine. Yarana. Et Roberta Arauri, Amazone. Bonjour Roberta. Yarana. Et Janice, bonjour. Bonjour Stéphane. Tu nous expliques ce qu'est Octobre rose. Octobre Rose, c'est une campagne annuelle née en 1985 aux États-Unis et en 1994 en France. Elle est notamment reconnaissable grâce à son symbole, un symbole mondial et fédérateur, le ruban rose. Elle a pour but de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et permet de récolter des fonds pour la recherche. Durant tout le mois d'octobre, des initiatives sont organisées un peu partout dans le monde. En Polynésie, des opérations culturelles sont organisées aux Australes, durant lesquelles les participantes peuvent échanger et partager. Aux Marquises aussi, des groupes de parole sont également organisés et un professionnel de santé se déplace dans les vallées afin de mobiliser les femmes au dépistage qui, depuis juin dernier, peut s'effectuer à l'hôpital de Nukuhiva. Et enfin, à Tahiti, des actions de proximité sont programmées en partenariat avec les communes et les associations, comme la Marche Rose ou encore une exposition photo au CHPF. Je terminerai avec le projet Tarenatour, qui consiste d'aller directement chercher ces femmes et de les emmener en groupe pour se faire dépister. Delphine, c'est l'ICPF qui porte justement ce projet Tarenatour. Peux-tu nous présenter l'ICPF plus précisément? Oui, c'est donc l'Institut du cancer de Polynésie française qui est né en toute fin d'année dernière. Et le gros de son équipe, en fait, est arrivé dès le mois de janvier. On est quasiment tous arrivés en même temps. Donc l'idée, c'était de centraliser, en fait, l'activité du cancer. Pour l'instant, on est très santé publique. À terme, on va aller vers le soin, mais ça, c'est dans plusieurs années. Et donc, pour l'instant, on est vraiment focalisé sur le registre des cancers, c'est-à-dire compter les nombres de nouveaux cas de cancer chaque année, le dépistage bien évidemment, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, la coordination des soins, la prévention primaire néanmoins, et puis la recherche aussi, toute nouvelle activité qu'on souhaiterait développer sur le territoire. On parle en même temps aussi des Amazones Pacifiques. Marie-Christine, tu peux nous présenter l'association ? L'association Amazon Pacifique est née en 2018, donc l'année prochaine, on va fêter nos 5 ans. On est très très fiers. Amazon Pacifique, c'est la petite sœur d'Amazon Martinique. Il y a l'Amazon Guadeloupe, Amazon Réunion et Amazon Paris. Et depuis quelques semaines, il y a maintenant Amazon Guyane qui est arrivé dans ce concept. Et on s'est fédéré en association. Donc, depuis début octobre, existe la Fédération Amazon. Et notre objectif est d'accompagner les femmes sur les territoires ultramarins pour leur permettre de bénéficier des mêmes soins de support que l'on a en métropole. Et sur Tahiti, donc on a un local, le Faré Amazon, et on se déplace aussi dans les communes. Et là, notre premier déplacement hors Tahiti, c'était sur Bora Bora, où on a effectivement inauguré une petite antenne qui prend très très bien, puisque effectivement ils vont lancer leur mois d'octobre rose le 22, et ils lancent des actions dans les quartiers. Donc il y a 3 jours de sessions d'activités physiques adaptées qui sont organisées. Vous allez à la rencontre de la population pour essayer de faire de la prévention aussi. Tout à fait, tout à fait. Roberta, tu es une Amazone. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une Amazone ? Alors, ce qu'est une Amazone, c'est une femme qui porte la maladie, qui est sous traitement, mais qui est aussi en rémission, comme on le dit. Je posais la question parce que quand vous nous avez expliqué ce qu'était l'association, Marie-Christine, tu nous avais dit qu'il y avait une différence. Donc, une Amazone, c'est quelqu'un qui porte la maladie et qui est en rémission, qui se bat. Et sinon, tu as les adhérents. Tout à fait, tout à fait. Donc, tout le monde peut adhérer à l'association. La cotisation est de 1 000 francs. Ça permet de soutenir nos actions. Ça vous permet aussi d'être au courant de ce que l'on peut faire, puisqu'on a une petite messagerie où on vous envoie régulièrement nos informations, nos activités. Et on soutient les femmes, mais peuvent adhérer des hommes qui peuvent nous accompagner. Donc, on va lancer un petit appel, puisqu'on veut se déplacer dans les communes. On aura besoin de monde pour nous aider à installer les stands. Donc, les hommes sont bienvenus aussi pour nous aider. Delphine, question plus, on va dire, technique.
Quels sont les signes avant-coureurs d'un cancer du sein et comment est-ce qu'on peut les mettre en évidence, oui. Alors, avant toute chose, il faut savoir qu'un cancer, lorsqu'il commence en fait à se développer, il n'y a pas de symptômes, hein. Et c'est là où intervient justement le dépistage. C'est vraiment l'objectif, c'est d'arriver à détecter des tout petits cancers, alors même qu'ils ne font même pas encore parler d'eux. Après, les signes du cancer du sein, ils ne sont pas très spécifiques. Ça veut dire que c'est des signes qui ne sont pas forcément synonymes de cancer du sein. Par contre, ce sont des signes qui doivent alerter la femme et qui doivent lui faire dire, bon, je vais aller consulter Toté, je n'attends pas. Alors, c'est quoi ces signes? On est bien sur les signes et pas les symptômes, hein. Oui, c'est la même chose C'est pour la moi. même chose? Oui, oui, D'accord. absolument, les symptômes. Donc, en fait, le plus classique, le plus fréquent, on va dire, c'est la petite boule qu'on va sentir dans son sein, qu'on ne sentait pas auparavant et qui grossit. Des fois, il y a des petites boules, notamment chez les jeunes femmes qui ne sont pas ménopausées. C'est assez fréquent de sentir une petite boule au gré de ses cycles. Ces petites boules, des fois, elles vont grossir, elles vont rétrécir. Voilà. Là, on parle bien d'une petite boule, en fait, qui apparaît, qui est nouvellement apparue et qui continue de grossir. Donc là, c'est déjà une première alerte. Ça, c'est une première alerte, effectivement. Et de toute façon, au moindre doute, la petite boule, on consulte. Après, il y a la petite boule aussi sous le bras. Ça, c'est plutôt un ganglion. Et après, il y a d'autres signes. Donc, ça peut être par exemple une modification de la peau, une petite rétraction cutanée, ou alors un aspect un peu qu'on dit en peau d'orange, ou éventuellement un écoulement au niveau du mamelon. Et puis, tout simplement, une asymétrie entre ces deux titis, un titi qui grossit, pas l'autre, ou un titi qui va changer de forme. Et donc, tout ça, c'est très important parce que pouvoir aussi les mettre en évidence, des fois, c'est assez subtil. Et donc, c'est aussi bien que la femme connaisse bien son corps, connaisse bien sa poitrine pour qu'elle puisse réagir assez rapidement devant ce type de On signe. va bien insister sur le fait qu'à la moindre alerte, il faut aller voir son médecin. C'est Le ça, moindre absolument. doute, le moindre Oui, tout à fait. ressenti négatif, il faut aller voir son médecin. Oui, Il va oui, oui, oui. j'imagine, c'est ce que vous expliquez dans les différentes associations ou les gens que vous rencontrez. Oui, tout à fait. L'important, c'est chacune, il faut qu'on apprenne à connaître son corps. Donc, l'autopalpation, pour pouvoir dépister rapidement une modification de son corps, c'est très important. Et ne pas hésiter vraiment à aller voir un professionnel, à insister auprès de ce professionnel, hein, parce que bon, en fonction du professionnel, il ne sera pas forcément sensibiliser, mais c'est vous qui connaissez votre corps. Donc, n'hésitez pas, insistez, allez voir un gynécologue. Normalement, c'est une fois par an la consultation, mais n'hésitez pas à en parler. Et c'est pas parce que vous avez senti quelque chose, une grosseur, que c'est forcément une tumeur cancéreuse. Donc, il vaut mieux aller consulter, en parler, demander conseil à quelqu'un plutôt que de rester et puis attendre que les choses puissent évoluer. Et à ce moment-là, bon, comme on en parlera tout à l'heure certainement, mais les risques enfin, les thérapies à mettre en place derrière sont beaucoup plus lourdes. Roberta, dans ton cas précis, des symptômes t'ont alerté, t'es allé voir un médecin ou tu t'en es rendu compte plus tard? Très tard, on va dire. Très tard, parce que quand j'ai senti la boule dans mon sein, il était très long en fait. Il D'accord. prenait ma main entière. Donc du coup, c'est un samedi que je me suis rendu compte. Le lundi, j'ai appelé mon médecin pour qu'elle me prenne tout de suite, pour qu'elle voie et pour qu'elle me fasse le nécessaire au niveau des examens. Et en termes de ressenti, alors j'imagine que c'est un choc, ça doit être un chamboulement, mais ton entourage, tu en as parlé, tu as commencé à communiquer ou tu l'as gardé pour toi plutôt? Déjà, le fait de sentir cette boule, j'ai partagé avec mes enfants et mon mari. En fait, on s'était préparés mutuellement D'accord. parce que j'avais besoin de leur force et tout. Et quand le diagnostic est tombé, là, c'était ouf. Vous étiez prêts, bon, vous avez accusé le coup et après, tout Voilà. le monde s'est mis en ordre de bataille. Le terme est peut-être pas joli, mais c'est ça peut-être, hein. C'est Faut tout se à battre. fait ça, voilà. Ça fait l'entraide familiale et les amis ou ce genre de choses doit être un booster C'est primordial, j'allais dire. C'est très important. Après, c'est vrai que c'est pas forcément facile peut-être de s'exprimer dans la famille. Il y a une question de tabou, on va pas oser le dire. Mais il faut vraiment se dire que voilà, on embarque sur une pirogue, hein, et ça va bouger. Donc, il faut s'entourer des médecins, des spécialistes, de notre Faut faire famille, groupe. si voilà. Et puis après, l'association Les Amazones, c'est un soutien complémentaire parce que ça va permettre de pouvoir s'exprimer avec une personne qui est passée par le même Un échange les- d'expérience. un échange d'expérience. Et puis, on va se soutenir et puis on va pouvoir échanger entre nous. Ce qu'on va se dire entre nous, on va pas forcément le dire à la famille pour pas les blesser. Et
ça permet de descendre la pression. Et quand on va rentrer à la maison, on est un petit peu plus zen. On sait que la copine va m'appeler. On sait qu'on va pouvoir avoir un petit conseil de ce côté-là. Voilà. Et du coup, ça, on équilibre un petit peu les forces et on est un peu plus stable et on peut avancer et puis voilà, avancer par rapport à la maladie et pas se laisser aller et continuer à vivre. Hein, c'est le plus important. C'est primordial. Tout à fait. Delphine, dans le cadre justement des symptômes, ce genre de choses, est-ce qu'il y a des prédispositions au cancer ou est-ce que certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres? Oui, alors ça, c'est ce qu'on dit souvent, c'est très compliqué à mettre en évidence quand on parle d'une part la cause du cancer du sein, où c'est souvent une question qui revient. Il n'y a jamais une cause d'un cancer. En général, il y a une multitude de petites causes qui viennent s'accumuler. Néanmoins, effectivement, c'est un peu comme une recette de cuisine dans laquelle il y a des grands ingrédients, dont effectivement la prédisposition héréditaire, qui explique en général 5 à 10% des cancers du sein. Donc, c'est quand même pas une majorité. Néanmoins, les femmes qui naissent avec ce type de prédisposition héréditaire, elles ont des risques de développer un cancer qui sont nettement supérieurs à Madame Tout-le-Monde, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire une femme qui n'a comme facteur de risque que son sexe, le fait d'être une femme et son âge. Voilà. Et justement, en fonction de l'âge, il peut y avoir, ça peut être la personne, il peut y être plus sensible ou il y a plus Oui. de risques. Alors après, sur les autres facteurs de risque, effectivement, le premier facteur de risque, donc c'est le fait d'être une femme avant toute chose, parce que le cancer du sein existe chez l'homme, même s'il est extrêmement minoritaire, Je crois que c'est extrêmement rare. 22%, mais, C'est 1%. ouais, Ouais. voilà. Et après, effectivement, c'est l'âge, parce que plus on prend de l'âge, plus notre risque de cancer, et notamment de cancer du sein, va augmenter, et notamment à partir de 50 ans. Et les diagnostics se font de la même façon, plus régulièrement? Il faut les Oui. consulter plus régulièrement? C'est pour ça que effectivement le dépistage est recommandé pour les femmes entre 50 et 74 ans. C'est parce qu'effectivement, c'est vraiment l'intervalle d'âge idéal, notamment où les cancers du sein commencent à augmenter. Bien évidemment, il en existe avant 50 ans, c'est une certitude. Mais effectivement, dans ce cadre-là, on est sur du dépistage dit individuel, c'est-à-dire que c'est au cas par cas, qu'il faut en discuter avec son toté et en fonction de ses facteurs de risque et notamment de son environnement familial, eh bien, de ses antécédents familiaux de cancer du sein, on peut décider, avant 50 ans, de commencer un dépistage plus précoce. Hygiène de vie Oui, peut dans le jouer cancer aussi. du sein, moyen. C'est vrai que tous les cancers compris, aujourd'hui, on a à peu près la certitude, ou pas loin, qu'à peu près 40% des cancers pourraient être évitables, en ayant effectivement, en limitant ou en n'ayant aucune consommation tabagique. En ayant une alimentation saine, équilibrée, en faisant du sport, en ne buvant pas d'alcool et d'autres Donc ça pourrait être facteurs. des facteurs qu'on Alors, peut appliquer assez facilement. alors, pas trop au cancer du sein, justement, parce que c'est vrai que la recette magique de se dire, on va limiter ces facteurs et on va éviter le cancer. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et pas que ceux qui sont liés au mode de vie. Et pour le cancer du sein, c'est encore plus vrai. On retrouve essentiellement l'alcool, l'obésité et l'activité physique. C'est vraiment les trois facteurs qui sont liés au mode de vie que l'on retrouve et dans une petite mesure. Donc c'est vrai que le cancer du sein, c'est un cancer qui est difficilement évitable et pour lequel on a du mal encore à mettre en évidence des facteurs sur lesquels on pourrait agir, qu'on pourrait modifier. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Delphine Lutringer, médecin référent de l'ICPF, Marie-Christine Seroux, présidente des Amazones, et Roberta Rauri, Amazone elle-même. Janice, détaille-nous les chiffres liés à la campagne Octobre Rose. En Polynésie, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec en moyenne 135 nouveaux cas par an. Il est la première cause de décès par cancer chez la femme. Or, plus tôt il est détecté, plus les chances d'y survivre sont importantes. La campagne menée chaque année semble avoir des effets sur nos vaginés, puisqu'en 2020, on comptait près de 5200 mammographies contre 5000 en 2017. Pour autant, les chiffres ne sont pas encore rassurants. 400 cancers du sein étaient déclarés en Polynésie il y a quelques années. Aujourd'hui, on est quasiment au double. D'autres cancers sont également détectés grâce au dépistage en Polynésie, comme celui du cancer de l'utérus, qui lui aussi est en progression au Fénois.
Taoté Delphine, est-ce que ce mois d'octobre est l'occasion justement d'aborder les autres cancers présents chez les femmes? Alors c'est vrai, comme tu viens de le dire, pour le coup, chaque mois a son cancer, et notamment par rapport au cancer féminin, c'est Juin vert qui est dédié donc au col de l'utérus, au col particulièrement. Voilà, donc on avait fait une première campagne en ce sens. Et donc c'est vrai qu'octobre est en général davantage dédié au cancer du sein. Mais après, évidemment, on aborde la santé de la femme dans sa globalité. Et quand on va voir son toté une fois par an, on ne s'intéresse pas au mois d'octobre au titi et puis au mois de juin au col, hein. Donc ça rentre dans une globalité de prise en charge, évidemment. Marie-Christine, Octobre Rose, donc c'est plusieurs événements qui vont être organisés par Amazon, entre autres. Tu peux nous en parler un petit peu? Eh bien, sur le mois d'octobre, on a organisé la semaine dernière une soirée Amazon. Et cette soirée, c'était un moment avec les familles, un repas dansant. Donc, c'est un moment très sympathique parce que Amazon Pacifique, c'est un accompagnement des Amazones et de leurs familles. On intervient avec l'Institut du cancer sur différents ateliers par rapport au tarot natéré. On est soutenu par des différentes associations, donc Marahatri le week-end dernier qui a organisé une course de vélo pour les femmes. On intervient également dans des écoles, dans des entreprises pour les sensibiliser. Et on a effectivement une action sur Bora Bora, comme je vous disais tout à l'heure, donc, qui sera mise en place. Voilà. Octobre, un mois d'octobre très chargé. Très chargé. Le 31, on sera à Otaoné pour clôturer le mois d'octobre rose. Quand vous faites de la sensibilisation, est-ce que les jeunes générations, les jeunes femmes plus jeunes, alors on parlait des hommes aussi, mais c'est vrai qu'on va dire que ça concerne en très grande majorité les femmes, est-ce qu'elles sont conscientes? La prise de conscience est faite et elles se disent, tiens, le dépistage, je vais y penser plus tôt et être attentif plus tôt. Alors les jeunes femmes que l'on rencontre sont effectivement sensibilisées parce qu'on a quasiment tous malheureusement quelqu'un dans son entourage qui a été touché par le cancer. Donc là, on leur explique, on peut être touché par un cancer, pas forcément quand on va avoir un certain âge. Ça peut arriver très très jeune. Et justement pour les jeunes femmes, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont touchées entre 25 ans, 25 et 35 30, 35 ans, voilà. Donc c'est important de les sensibiliser au dépistage, à l'autopalpation. Donc on s'appuie sur, on est en partenariat avec l'association Keep Breast aux États-Unis. Donc ils ont développé une application qui permet de sensibiliser les jeunes femmes. Donc une fois par mois, tout le monde a un téléphone. Non, mais voilà. C'est bien, j'utilise, on va dire, les méthodes actuelles Tout à fait. Les technologies. Tout à fait. Et donc avec cette application, donc les filles peuvent la télécharger. Et une fois par mois, l'application va leur rappeler est-ce que tu as fait ton autopalpation, en les guidant sur... c'est une bonne idée. Oui, utiliser le numérique pour toucher une génération qui est très numérique, ça a du sens. Tout à fait. Delphine, on parlait de la jeune génération, mais est-ce qu'il est facile de détecter un cancer pour les personnes du troisième âge? Du troisième âge, après 74 ans par exemple? Oui, alors en fait le principe est le même. C'est juste que la mammographie en fait n'est plus recommandée à titre systématique, en ce sens où c'est comme avant 50 ans, on va faire du cas par cas. Alors à plus de 74 ans, ça ne va pas être en fonction des antécédents personnels comme ça l'est à moins de 50 ans, ça va être en fonction de l'état général de la patiente, tout simplement parce que c'est des âges aussi où on peut être atteint d'autres pathologies, cardiovasculaires, diabète, etc., qui peuvent prendre le dessus. Et c'est toujours en fait une notion de balance bénéfice-risque qui doit être évaluée au cas par cas au-dessus de cet âge-là. Roberta, quand toi tu as été dépistée, tu as été diagnostiquée, et est-ce que ça a eu un changement sur ta vie de couple, ta vie de travail? Est-ce qu'au sein du travail, tu as vu des modifications de comportement positives ou négatives, mais plutôt positives, je dirais moi. Au niveau en fait, du travail, j'en avais déjà parlé à mes collègues de bureau de service. Je m'étais préparée avec elles. Parce qu'en fait, on est toutes que des femmes dans notre service. Donc, j'ai partagé avec elles mon inquiétude. Et quand le diagnostic est tombé, elles étaient toutes avec moi, aussi affectées que moi. Oui. Et au niveau du couple, ça a été très dur. Déjà dans le couple et après avec les enfants aussi. Oui, c'était très dur. Mais une vraie solidarité, encore une fois. Tout à fait. Donc, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler impérativement. En parler. On se posait une petite question en dehors du plateau tout à l'heure, et les hommes se sentent concernés? Est-ce que, et je ne parle pas spécialement de la maladie, mais en termes d'empathie ou de motivation pour aider et pour venir combattre cette maladie avec vous? Oui, on est sur les actions qu'on a pu mener, même avec les jeunes. Les jeunes hommes nous posent des questions.
Et c'est important qu'eux soient sensibilisés de façon à ce que ils puissent guider leurs femmes et qu'elles n'aient pas peur non plus de pouvoir le dire effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vraiment très très important que les jeunes hommes soient concernés aussi dès le plus jeune âge. Ça permet vraiment aux femmes de se déculpabiliser, de pouvoir effectivement aller appeler à l'aide et se dire oui, il y a quelque chose. Et puis se dire c'est pas forcément parce que j'ai senti quelque chose que c'est forcément une tumeur. Et le fait de tout de suite être sensibilisé, de tout de suite pouvoir le dire, on va pouvoir augmenter ses chances de guérison. Donc définitivement, voilà. il faut être alerte, il Tout à faut fait. essayer de devancer tout ça et d'être très focus dessus. Delphine, la question évidemment, le traitement ou les traitements recommandés. Alors, les traitements recommandés en tant que tels, bien évidemment, tout va dépendre du diagnostic. La première chose qui va être faite quand on met en évidence en fait un cancer du sein, ça va être de stadifier le cancer, de savoir si effectivement il est resté local, s'il est plutôt étendu au niveau des ganglions, donc régional, ou s'il est même éventuellement parti à distance dans d'autres organes, c'est ce qu'on appelle les métastases. À partir de ce moment-là, une fois que le stade est connu, eh bien c'est là que le protocole, les traitements vont être décidés de manière collégiale, ce qu'on appelle les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires, avec plein de professionnels différents qui donnent leur avis pour qu'il y ait vraiment une décision collégiale. Dans l'idéal, et c'est aussi l'intérêt du dépistage, c'est que si on détecte des tumeurs alors même qu'elles sont toutes petites et qu'elles ne font pas parler d'elles, le traitement peut être moins lourd, moins long. Qu'est-ce que ça veut dire moins lourd et moins long? Ça veut dire néanmoins une chirurgie pour aller enlever en fait cette tumeur et derrière des rayons, de la radiothérapie. Et puis après, en fonction du stade, en fonction de l'agressivité de la tumeur, on peut y ajouter éventuellement la chimiothérapie. Et si effectivement le cancer est déjà parti en fait dans les autres organes, là c'est vraiment au cas par cas, en fonction des organes qui sont atteints, si la femme est symptomatique ou non, où là il y a tout un arsenal thérapeutique de plus en plus important, pour pouvoir... L'objectif, c'est que si même à ce stade-là, parfois on n'a pas l'ambition, ou en tout cas on pense qu'on ne pourra pas guérir la patiente, l'objectif néanmoins, c'est de faire de ce cancer une maladie chronique quelque part, en fait, pour que la femme elle va vivre potentiellement avec sa maladie, mais avec l'ambition que ça soit évidemment le plus longtemps possible. Roberta, tu disais que tu étais en rémission. En rémission. Par rapport à ce que vient de nous dire Delphine, tu en es à quel stade? Je viens en fait de finir la radiothérapie, mais j'ai commencé par la chirurgie. J'ai eu de la chimio et la radiothérapie. Là, je suis à l'hormonothérapie. Et qu'est-ce que c'est que redis-le-moi parce que je ne veux pas dire. Hormonothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hormonothérapie? Oui, alors l'hormonothérapie, effectivement, j'en ai pas parlé. En fait, c'est plutôt une chance de pouvoir en bénéficier. C'est lorsqu'il y a certains récepteurs en fait sur le cancer, notamment ce qu'on appelle des récepteurs aux hormones, donc œstrogène, progestérone, pardon. On peut effectivement donner une hormonothérapie, souvent sur 5 ans, éventuellement davantage, et ça permet en fait de limiter les risques de récidive. D'accord. Marie-Christine, alors, on a parlé de chimiothérapie, de traitements qui peuvent être lourds et qui peuvent avoir des incidences ou des effets secondaires, peut-être les cheveux, ce genre de choses. Est-ce que la CPS prend en charge différentes choses? Je vais parler de perruques. Pour essayer de pallier à ça, c'est quelque chose qui fonctionne ici? Oui, pour les perruques, c'était un combat de la Ligue. Effectivement, aujourd'hui, les femmes, avec leur ordonnance, peuvent aller voir un coiffeur conventionné et elles vont pouvoir bénéficier d'un entretien avec ce coiffeur pour pouvoir choisir une perruque ou une casquette, ce qui les intéresse. Donc maintenant, c'est pris en charge. Ça, c'est pris en Donc charge. ça serait peut-être important de le dire aussi, parce Tout à que je fait. sais que ça joue aussi sur le fait de pouvoir avancer, de garder le côté femme et qui est indispensable pour rester forte et solide. Les différentes actions vont être faites pendant tout le mois d'octobre. Ça, c'est pour Octobre Rose, mais on n'oublie pas que, hélas, le cancer ne s'arrête pas au 31 octobre. Les prochaines opérations? Alors, prochainement, on a rien de particulier. Ce qu'on propose, nous, Vous aux allez femmes... continuer à faire... Voilà. Notre but, c'est de sortir du Faré. Donc, on a au niveau du Faré des activités qui sont proposées mensuellement. Les Amazones reçoivent un calendrier. Donc, on a une activité quasiment par jour, avec 70% d'activité physique, hier soir, on avait une conférence au Faré avec un oncologue et qui nous a bien redit que l'activité physique était très importante pour réduire les effets secondaires et le risque de récidive.
Et notre objectif, c'est de sortir du Faré, c'est-à-dire d'aller dans les communes au plus près des femmes. Donc, c'est ce qu'on a fait en début de mois à Tapuna. Donc, sur l'année prochaine, c'est effectivement travailler avec les syndicats des communes pour pouvoir toucher les femmes au plus près, pour qu'elles puissent bénéficier des mêmes activités que l'on propose au Faré, au plus près de chez elles. Les communes sont réceptives? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc là, vraiment, on a un grand soutien. C'est nous qui avons besoin peut-être de soutien pour pouvoir assurer par rapport à la demande. On est vraiment demandé sur Tahiti, sur toute l'île, sur Moorea et on était à Bora, Rangui, voilà. Sur toutes les îles, on nous demande de pouvoir avoir une petite antenne. Et c'est vraiment l'objectif sur 2023. Pour rebondir un peu sur Bora, il me semble que l'ICPF aussi sera présent pour le Hawaii Kinui. Oui, absolument. Alors, on ne sera pas à Bora, on sera à Wainé, en fait, pour le départ. Effectivement, on avait envisagé Bora dans un premier temps pour profiter de l'arrivée, pour sensibiliser le public qui serait présent au dépistage du cancer du sein. Et puis, finalement, on s'est dit que tout le monde allait être fatigué, tout le monde avait envie de rentrer chez soi. Donc, finalement, on est parti sur le départ. Ce qui est aussi une bonne idée. Et on sera sur la course du samedi. Sur Bora, il y a effectivement une course qui est rajoutée pour les associations et les habitants sur Bora. Et donc, il y aura une ou deux pirogues Amazon sur le départ. Eh bien, ça sera la conclusion. Mesdames, merci. Delphine, Marie-Christine et Roberta, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir de voir votre énergie, votre implication, et j'espère que ça donnera du baume au cœur et de l'énergie à toutes les femmes qui sont touchées par cette maladie. Donc à très bientôt. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Janice, quel va être le programme du soir sur TNTV? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine To'ufenua To'ura, à 19h20 la série Prodigal Son, puis à 20h45 les traites sont de retour avec un nouvel épisode, et enfin à 21h50 enquête exclusive avec nos étonnants voisins de Suisse. Merci Janice. Passez une bonne fin de journée sur TNTV et à demain.